Alors bienvenue pour la suite de cette vidéo. Donc je reprends ici où je l'avais laissé pour reparler du milieu du surdoué, de l'influence du milieu en général. Et donc effectivement concernant le milieu, c'est très important que ce soit le milieu familial, que ce soit le milieu scolaire, à ce qu'on détecte le surdoué. Mais donc quand on va le détecter, il faut surtout l'accompagner, c'est-à-dire lui expliquer exactement ce que c'est que la surdouance, qu'on ne lui demande pas exceptionnellement d'être meilleur que les autres, qu'on comprenne simplement, donc on l'oriente à comprendre que il fonctionne différemment, pas nécessairement mieux, pas nécessairement moins bien, mais différemment. Ça peut être qualitativement, comment dire, la mémoire va être différente. Comment dire, la sensibilité est différente également. Donc autrement dit, le surdoué doit apprendre à mettre des sentiments dans ce qu'il étudie pour pouvoir tout simplement retenir tout ce qu'il étudie, pour pouvoir réussir à l'école. Il ne peut pas, en fait, il ne peut pas avoir quelque chose de creux, de vide. Donc, je vais prendre un exemple qui est un exemple un peu cliché pour certaines choses. En tout cas, quand on nous explique, par exemple, de façon totalement creuse, euh, qu'il y a eu des guerres, etc. C'est un petit peu déroutant parce que justement la guerre, ça veut dire des gens qui souffrent, ça veut dire forcément des sentiments, ça veut dire qu'il y a eu des luttes de pouvoir, ça veut dire... Enfin bref, le surdoué a besoin de savoir ce qui s'est passé derrière. Il a besoin de mettre des sentiments là-dessus. Alors s'il a un prof qui est passionné, ça va aller normalement beaucoup mieux. Il apprendra beaucoup plus vite, beaucoup mieux, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a du sens à ce qu'il apprend. Et le fait de voir quelqu'un qui est passionné va se reconnaître là-dedans aussi, parce que généralement le surdoué c'est quelqu'un qui a certaines passions en lui aussi, et qui doit apprendre à déterminer sur quoi va se fixer ces passions-là. Alors ça peut être un petit peu dans tout. On le voit très souvent, des enfants qui s'intéressent un petit peu à tout, sont des enfants qui sont passionnés dans plusieurs choses, qui vont justement avoir du mal à se concentrer sur une seule chose, à se canaliser dans quelque chose, donc ils vont sauter un petit peu du coq à l'âne, et dans le discours, et aussi au niveau des passions, au niveau des activités, etc. Donc c'est très déroutant pour des parents, par exemple, qui vont inscrire un enfant à un cours de danse, par exemple, et puis après, l'enfant va vouloir faire du jujutsu, ou il va vouloir... plutôt s'orienter vers un cours de dessin ou de peinture, etc. Donc il y a des choses qui vont être complètement différentes, même si ça reste des arts par exemple, donc il y a quand même un point commun. Je pense que chaque surdoué fonctionne différemment cependant, hein. Donc faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, chacun a sa particularité, a sa personnalité. En fait chacun fonctionne plus ou moins de la même façon, mais va y mettre sa personnalité. Donc il y a des gens qui sont plus intéressés par les mathématiques, par les sciences, ou d'autres par la littérature, d'autres ça va être les deux, d'autres tout va se mélanger, d'autres c'est plus dans l'art. Enfin, on retrouve énormément de surdoués dans les arts. Ce qui est pour moi une bonne chose, hein. Enfin voilà, je pense que en fait, si on veut trouver du sens à la vie, il faut peut-être regarder un petit peu où les HP vont se diriger, s'orienter, vers quoi ils s'orientent. Et s'ils s'orientent vers quelque chose, pourquoi en fait? Quelle est la passion qui les anime? Qu'est-ce qui fait qu'ils s'orientent vers quelque chose de particulier? Il y a des gens qui s'orientent vers les mathématiques parce qu'ils trouvent les mathématiques passionnantes, parce qu'ils trouvent que c'est le centre de la vie, que tout fonctionne comme les mathématiques, et donc ça va être vers la physique quantique également, etc. Euh, Certains vont vous dire il n'y a rien de plus créatif que les mathématiques. Et ça va en dérouter plus un. Les personnes qui pensent, je vais dire, de façon traditionnelle vont se dire des mathématiques, mais non, c'est quelque chose de super carré, il n'y a rien de créatif là-dedans. Eh bien, si, bien sûr, pour certains surdoués, il y a de la création dans les mathématiques, ça peut être passionnant. Moi, j'étais franchement passionnée par la logique mathématique. Par contre, compter tout le temps, ça m'intéressait pas énormément. Tout ce qui est calcul mental ne m'intéressait pas. Mais la logique mathématique, par contre, oui. Donc, c'est parfois un peu particulier parce que c'est un peu déroutant de scinder il y a certaines choses dans le cours qui peuvent vous intéresser. Je vais reprendre par exemple un cours de français. Moi, j'étais passionnée par tout ce qui était poésie. Par contre, tout ce qui était philosophie, etc., pas plus que ça. Et pourtant, j'ai fait la psycho, qui est quand même parallèle à la philo, mais la philo, quelque chose qui est trop carré pour moi, qui essaie de démontrer l'existence de quelque chose qui pour moi est évidente, ça va m'énerver parce que j'ai l'impression que ça n'a pas de sens en fait. Et donc, tant qu'il n'y a pas de sens, si moi je vais dans quelque chose qui n'a pas de sens, je ne saurais pas l'apprendre.
Donc voilà, c'est déroutant d'avoir en face de soi un surdoué quand on est normopensant. Et ça, je salue le courage des professeurs qui vont s'occuper des surdoués en connaissance de cause et qui se disent, pardon, ok, moi je veux enseigner aux surdoués, je veux apprendre aux surdoués. Alors sans l'aide soi-même, c'est vraiment un effort qui est considérable et que vraiment je salue parce que c'est vraiment remarquable. Effectivement, les surdoués ne vous laissent pas dormir, ne vous laissent pas en paix. Ils vont aller gratter là où ça fait mal, je vais dire, et donc beaucoup d'instituteurs ont du mal avec les surdoués, parfois les excluent eux-mêmes, justement pour et à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à gérer eux-mêmes certaines zones de la matière, certaines zones d'ombre éventuelles de la matière. Donc il faut bien penser qu'un instituteur, on lui donne la matière, on ne la laisse pas choisir, on ne lui dit pas « t'es passionné par ça, vas-y enseigne ça ». Non, c'est pas ce qui se passe. Donc autrement dit, l'enfant va ressentir ça, qu'il y a un léger doute, ou que l'institutrice ne croit pas nécessairement ce qu'elle raconte. Et donc ça va créer des problèmes à ce niveau-là, parce que l'enfant surdoué ne peut pas apprendre quelque chose en quoi l'autre ne croit pas, ça n'a pas de sens non plus. Et du coup, quand quelque chose n'a pas de sens, bien évidemment, il va aller mettre son doigt là où ça fait mal et l'instituteur va râler et va dire au surdoué « tu mets en doute mon autorité, tu dois suivre le troupeau comme tout le monde, arrête de mettre en doute mon autorité ». On va pas le dire comme ça, enfin si l'autorité peut le dire « arrête de mettre en doute mon autorité », mais arrête de ne pas suivre le troupeau, je crois pas que les instituteurs vont le dire, mais c'est ce qu'ils vont penser. Et ce qu'on attend dans le système scolaire des enfants, c'est que chacun suive le troupeau parce que c'est plus facile à gérer. C'est difficile à gérer quelqu'un qui est en dehors du troupeau. Pourquoi ? Eh bien parce que cet enfant-là va demander une attention particulière. Et effectivement, les surdoués, ce sont des gens qui donnent du fil à retordre aux autres. Et c'est pour ça que parfois, ils ne sont pas appréciés. Et seulement pour ça. Parce qu'ils sont en dehors de cases, parce qu'ils demandent à l'autre un effort que l'autre n'a peut-être pas nécessairement envie de fournir. Et pas non plus nécessairement à ce moment-là. Donc oui, les personnes qui s'occupent des surdoués, les instituteurs qui s'occupent des surdoués, les thérapeutes qui s'occupent des surdoués, sans l'aide nécessairement, ou même en l'étant d'ailleurs, mais je trouve quand même que c'est remarquable les personnes qui le font sans y être obligées non plus, mais qui vont apporter une attention particulière à cet enfant qui demande justement une attention particulière, un sens particulier, une émotion particulière pour pouvoir apprendre. Il y a certaines personnes qui, s'ils s'y trouvent dans l'entourage du surdoué, vont être un réel plus pour le surdoué qui va lui faire des bons en avant, mais remarquables aussi. Et ça, l'influence du milieu est super importante sur le développement que la personne peut avoir. Ça veut dire sauver quelqu'un pour toute sa vie. Que de croiser une personne comme ça, un surdoué qui croise une personne comme ça, même si il va rester en contact 1 ou 2 ans seulement, c'est déjà ça. Je veux dire, ça va faire déjà lui faire un bond en avant, comme il a une capacité de résilience, il va conserver en mémoire cette relation particulière, il va savoir que cette relation particulière existe, cette façon de fonctionner auquel il va se sentir attaché, ça va être un moteur de toute sa vie, en tout cas de toute sa vie d'enfant, d'adolescent. Peut-être qu'à un moment donné il va avoir besoin de croiser une autre personne aussi qui fonctionne comme ça, et forcément il va un jour tôt ou tard tomber sur quelqu'un qui fonctionne comme lui. C'est impossible qu'un surdoué passe toute sa vie à ne jamais croiser une personne qui soit bienveillante, qui soit empathique au point d'aller l'aider, parce que on peut le dire clairement, il n'y a pas que les surdoués qui peuvent aider les surdoués, même si évidemment quand on fonctionne pareil, ça a quelque chose en plus que d'autres ne peuvent pas apporter, il faut le dire aussi clairement. Mais il y a des gens qui sont suffisamment empathiques, sensibles, qui sont de bonnes personnes, qui ont une certaine intelligence peut-être aussi, et parfois ça ne peut être que certains critères de tout ça, mais qui vont aider grandement le surdoué. Et je pense qu'il faut vraiment féliciter ces personnes-là parce qu'ils font quelque chose de remarquable, et souvent ils n'en ont pas conscience. Et le surdoué lui-même peut ne pas avoir conscience de l'importance que ça a, de l'impact que ça a, même s'il le ressentira quand même. Ça va être un petit peu masqué, un peu voilé, un peu effacé, un petit peu semi-conscient, on pourrait dire, donc entre deux mondes comme ça, où vous sentez les choses mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. C'est un peu comme quand on parle du pervers narcissique, hein, où la personne sent qu'elle devrait quitter son pervers narcissique parce que ce n'est pas quelqu'un qui est bon, mais en même temps
elle va se voiler un petit peu les choses, et donc ça va être semi-conscient. Il y a une certaine conscience qui est là, où elle sait ce qu'elle doit faire, mais en même temps elle ne le fait pas parce que il y a une résistance qui va à l'encontre, et donc ça reste semi-conscient, comme ça il y a deux forces qui jouent dans un sens, dans un autre, et pour que les choses viennent vraiment à la conscience, parce que le surdoué est quand même quelqu'un qui ne se masque pas tellement les choses, qui est quand même plutôt lucide. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes dans la vie du surdoué? Peut-être moins que dans la vie des normaux pensants, je dirais, puisque évidemment il est plus lucide, il voit plus de choses, donc forcément il est plus conscient de certaines choses. Malgré tout, il peut garder, que ce soit justement consciemment, il peut remettre certaines choses dans l'inconscient quelque part. Il peut refouler les choses en se disant ça j'en ai pas besoin, ça m'ennuie, comme ses sentiments, hein. Donc on a déjà parlé de ça. Le surdoué peut refouler à certains moments ses sentiments. C'est tout à fait logique dans le cadre d'un deuil, hein. C'est quelque chose que tout le monde fait dans le cadre d'un deuil, tous les êtres humains font ça. C'est une défense qui est tout à fait normale, qui permet de gérer les choses, mais au fur et à mesure, parce que la douleur est trop intense, et donc ça c'est tout à fait normal. Et le surdoué a cette capacité justement de remettre les choses un petit peu en arrière, de se débarrasser de certaines choses qui vont forcément revenir, puisqu'il y a une force qui est là, et si elle n'est pas, je veux dire, si la force pour maintenir la chose dans l'inconscient ou dans le semi-conscient n'existe plus à un moment donné, parce que ça demande une force, une certaine fatigue, ça entraîne une certaine fatigue aussi de mettre les choses comme ça sur le côté et de ne pas les régler. Il vaut mieux régler les choses au fur et à mesure de ce qu'on les vit, parce que vous serez plus équilibré, vous serez plus heureux, plus épanoui, et vous n'aurez plus besoin de faire un effort inutile en fait, puisque de toute façon cette chose-là va revenir à votre conscient, elle va revenir parce qu'elle n'a pas été traitée. Il vaut mieux, c'est plus intelligent tout simplement que de traiter les choses. Enfin bon, soit, je m'égare. Je parlais de l'environnement. Donc revenons à l'environnement. L'environnement est vraiment très 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 important. Et il faut vraiment rendre les choses aux gens qui vous les ont données. J'ai croisé de bonnes personnes dans ma vie, je n'ai pas honte de le dire. J'ai croisé de moins bonnes personnes aussi, qui m'ont fait comprendre que j'étais une chiante, quoi. Aussi petite que je sois, enfin toute petite, j'étais toute petite quand Enfin, je me souviens d'une institutrice qui avait dit, on était partis avec l'école, et quand on est revenu, elle avait dit à ma mère, en tout cas, elle a pas sa langue dans sa poche, c'est pas très bien éduqué ça, quoi. Enfin bon, voilà, la réflexion que peut vous faire. Et moi j'avais très bien compris ce qu'elle avait dit, parce qu'elle avait dit à ma mère un petit peu en sous-ligne comme ça, mais je l'avais entendu puisque j'étais à côté, aussi petite soit. Enfin voilà, il faut vraiment se méfier, parce qu'un enfant, on croit qu'un enfant ne retient rien, mais dans le cas du surdoué, il retient très bien. Et non seulement il retient les choses, donc il en prend conscience, etc. Il comprend le message, il fait semblant de comprendre parce qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas non plus aller faire mousser là où il ne faut pas faire mousser, je vais dire. Mais en même temps, il s'en souvient. Des années après, il s'en souvient toujours. Donc, après, on peut toujours dire, mais non, t'as rêvé, c'était pas vrai, tout ça et tout. Mais sauf qu'il est pas dupe. Donc après, il faut assumer quand même tout ça. Et c'est forcément moins facile de gérer un enfant qui est surdoué qu'un autre enfant qui s'amuse comme ça. On lui dit un truc, on lui dit tiens, dessine, ok, c'est bon, il va passer sa journée à dessiner, il va pas vous ennuyer, va pas vous poser de questions, va pas vous dire tiens, pourquoi quand je me lève le matin, le ciel il est comme ça, et pourquoi les planètes fonctionnent comme ça, et tu sais me dire quel nom ça a, ce machin-là, parce que moi j'aimerais bien savoir, etc. etc. Et même pour quelqu'un, même les parents qui sont surdoués, qui ont des enfants surdoués, n'ont pas toujours nécessairement le même degré d'intérêt pour les mêmes choses. Parfois ça pose problème, et même le parent surdoué va se dire mince, moi je connais ça, mais bon, les termes je les ai pas vraiment. Donc ça c'est spécifique du surdoué, connaître les choses parce qu'il en a entendu parler, parce qu'il les a retenues, et en fait il les a rassemblés, il en a fait une théorie, et c'est beaucoup plus vécu, je vais dire, que quelqu'un qui a fait ça seulement dans un point de vue intellectuel. Le surdoué il les a ressentis, les choses, il les a vécues, il l'a intégré différemment, il l'a intégré à sa vie aussi différemment, et donc forcément ce qui est important,
c'est de comprendre que le surdoué, il va pas nécessairement avoir les termes pour en parler, mais il sait de quoi il parle. Mais il va pas avoir les termes pour en parler. Alors parfois, il peut se sentir très 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 bête comme ça, parce qu'il n'a pas les termes scientifiques, etc. Voilà. Donc, je voulais aussi parler du milieu dans lequel le surdoué évolue, non plus d'un point de vue social, sociétal, humain, même si on est d'accord, hein, c'est le côté le plus important, mais il y a aussi tout le côté, le bruit, la chaleur, la lumière, vraiment l'environnement naturel, l'environnement dans lequel il baigne à tout niveau, au niveau des 5 sens. Enfin, et plus, si vous pensez qu'il y a plus que 5 sens, honnêtement, je pense sûrement que oui, mais ça n'a pas encore été déterminé. Voilà. Alors, que dire? Eh bien, les personnes qui, comme moi, parce que je pense que ça s'entend, on m'a déjà fait la réflexion, ça s'entend dans mes vidéos, qui, comme moi, ont des voisins qui sont super bruyants à certains moments, donc j'essaye toujours de trouver, en fait, pour vous filmer des moments où il fait le plus calme possible. C'est pas toujours évident, mais voilà, il faut vraiment que, enfin, généralement, c'est au début de la journée, etc., ou pendant la nuit, ou, enfin, voilà. C'est pas génial toujours, pour moi, mon rythme de vie, mais quand on a des personnes autour de soi qui sont très très bruyantes, c'est vraiment très irritant pour le surdoué qui lui a une sensibilité qui est accrue. C'est pareil pour des milieux dans lesquels vous rentrez dans une classe, donc voilà, vous n'avez pas choisi d'aller dans cette classe-là, puisque bon voilà, vous êtes obligé d'aller à l'école quand vous êtes ado, quand vous êtes enfant, et il fait trop chaud dans ces classes-là. Bref, ça vous perturbe au point de ne plus savoir réfléchir à certains moments, de perturber vraiment l'organisation d'un peu tout en fait de votre bien-être de toute façon. Donc dès que votre bien-être est perturbé d'une façon ou d'une autre au niveau des 5 sens, ce qui est quand même assez fréquent pour quelqu'un de surdoué par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas, puisque ses sens sont aiguisés, il peut être dérangé par la lumière, par la chaleur, par des bruits, des odeurs, par en fait plein de choses. Alors je vous explique, c'est un exemple simple et je pense que même les non-surdoués vont comprendre très bien. Si vous faites la file en quelque chose et tout d'un coup la personne qui est en face de vous, enfin vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui se lave pas vraiment bien et vous sentez l'odeur, etc. Très vite, vous allez être incommodé et peut-être la différence entre une personne qui est normale et une personne, entre guillemets, anormale, et une personne qui est surdouée, enfin HP, c'est qu'elle ne pourra pas rester dans la file et qu'il faudra qu'elle revienne plus tard et des choses comme ça. Donc vraiment, on est alors dans des manœuvres d'évitement parfois qui peuvent créer, donc j'avais parlé de phobie, etc. Ça peut parfois aller jusque là, la phobie de vivre dans des endroits où on se sent vraiment agressé par l'extérieur, par le milieu, et des milieux qui peuvent être vraiment à tout niveau, hein. Ça peut être du bruit, ça peut être des personnes qui sont trop proches de soi, comme dans une file, où on ne supporte pas d'être touché par certaines personnes. Enfin, ça va être des pulls qui grattent, ça va être... enfin, ça va vraiment être un environnement difficile dans tous comment dire, dans tout ce que ça a de plus compliqué à vivre. Et alors, souvent, les personnes qui ne comprennent pas ça vont dire « Mais tu es quand même peu tolérant, quoi ». Ça, c'est une remarque qu'on fait couramment au surdoué et il ne doit pas s'en sentir vexé ni rien, puisqu'en fait c'est parce qu'il fonctionne différemment. Une fois qu'il a compris ça, il peut se dire ouais, ok, je sais que j'ai du mal avec ça, ok, est-ce que je reste, est-ce que je ne reste pas, est-ce que je peux supporter, est-ce que je ne peux pas supporter, puisque mon seuil de tolérance, on va vraiment parler de, je vais dire, un point de vue plus psychologique, enfin voilà, on a tous des seuils de tolérance différents. Donc même entre les normaux-penseurs, il y a déjà des seuils de tolérance différents, il y a des choses pour lesquelles on est plus sensible que d'autres, et le surdoué étant très très sensible à beaucoup de choses, au milieu, etc., lui, son seuil de tolérance va forcément être plus bas, donc c'est-à-dire que forcément il va supporter moins bien le bruit, il va supporter moins bien les autres qui l'entourent, il va se sentir plus vite agressé si on le frôle, si on le touche, si on passe devant lui, si la lumière est très vive ou trop peu vive justement. Enfin bon, il va sentir plus fortement les choses qui l'entourent comme ennuyant, il va sentir peut-être plus les courants d'air, enfin voilà, ça peut aller très loin et forcément le premier qui va râler, ça va être le surdoué et on va le considérer comme l'emmerdeur de service parce qu'il râle, parce qu'il supporte moins bien quelque chose au niveau environnemental. Alors donc tout ça n'est pas très grave en soi, je pense que ça peut être géré. Maintenant ça peut créer des problèmes importants quand même, d'énervement, etc. Et accentuer, donc je parlais dans une autre vidéo du burn-out, ça peut effectivement accentuer le burn-out, d'avoir tellement de sentiments comme ça, tellement de sensations qui viennent de l'environnement
environnement et en permanence, si vous êtes tout le temps dans un milieu extrêmement bruyant, je pense que vous avez plus de chances effectivement d'arriver au burn-out. Il n'y a pas que ça évidemment qui va jouer, mais ça va être un facteur aggravant tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce sujet pour l'instant concernant le surdoué et son environnement, et c'est vraiment extrêmement important, d'autant plus important pour un HP que pour un autre. Voilà. Sur ce, donc, comme nous sommes à la veille du réveillon et de la nouvelle année 2016, je vous encourage à profiter de cette dernière journée au maximum pour ce qu'elle est, et profitez bien. Je voulais juste rajouter que le fait d'avoir 5 sens vraiment exacerbés, ou plus, 5 sens ou plus exacerbés, va faire en sorte que effectivement vous allez supporter moins bien certaines choses, mais ça va faire en sorte aussi que pour vous épanouir, pour être en admiration devant quelque chose, le seuil de tolérance est aussi très bas, et ça c'est plutôt une bonne chose. C'est le bon côté d'avoir ces 5 sens exacerbés. C'est non seulement que l'observation, parce qu'on va terminer sur une note positive, je peux pas laisser ça comme ça, nos observations vont être plus aiguisées, veut dire que forcément on va observer plus, donc on va connaître plus de choses parce qu'on les a vues et les autres n'ont pas vues. Donc ça, effectivement, niveau connaissance, donc là, purement l'intellectuel, va effectivement marquer sa différence à ce niveau-là, mais aussi au niveau bien-être psychique, ça peut augmenter ce bien-être. Pourquoi ? Parce que si on voit un magnifique paysage, ou un magnifique animal, ou quelque chose qui vous semble super beau, vous allez être ébloui, vous allez être là, oh, génial, vraiment, ça c'est génial. Et vous allez, mais vraiment, déguster ce moment avec vraiment une sensibilité extrême qui va être de l'ordre d'un vécu merveilleux qui peut vous faire dire mais j'ai passé une journée magnifique parce que j'ai eu cette expérience qui était fabuleuse, qui était différente de d'habitude, qui était phénoménale, et de réelles passions peuvent s'enclencher. Je pense que le fait que le surdoué a plus facilement des passions, c'est justement axé aussi sur le fait que comme il est plus sensible, il va plus facilement détecter des choses qui vont l'émerveiller, et c'est bien parce qu'au niveau du bien-être c'est vraiment un atout considérable. Et donc je voudrais vraiment que tous les HP qui regardent ces vidéos se disent j'ai de la chance parfois, j'ai de la chance aussi. Il y a les mauvais côtés qu'on voit souvent plus facilement, mais il y a les bons côtés aussi qui sont là, et donc exploitez-les, surtout exploitez-les, servez-vous de votre avantage, de vos avantages comme d'outils pour être plus heureux. Et voilà, donc je voulais terminer vraiment, donc là on est au réveillon, donc voilà, je voulais terminer en vous souhaitant une excellente année 2016. Je vous promets, je ferai d'autres vidéos, et merci d'avoir déjà suivi ici ces derniers mois de l'année, puisque je viens de commencer les vidéos. Et voilà, je trouve déjà que c'est pas mal. Il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Moi, je me sens un petit peu utile, du coup, ça me fait énormément plaisir. C'est pour ça que je vous aime aussi, parce que je trouve ça génial. On fait une belle aventure ensemble, et ça me fait plaisir qu'on soit ensemble, même si c'est que par internet. Pour l'instant, on verra ce que ça peut donner, parce que voilà, je laisse les choses comme ça, je ne sais pas moi-même. On va y aller, on va voir ce que ça donne, et en tout cas je vous souhaite d'être heureux le plus possible, et je vous embrasse très fort. À très bientôt.